Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bienvenue sur ce nouvel épisode de Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et je vous emmène à la rencontre de Alexandre Kézergue. Alex, c'est le premier homme au monde à avoir franchi les 100 km/h sur l'eau tracté par le vent. Il est multiple recordman et champion du monde de vitesse en kitesurf. Et c'est un autre fou de vitesse, Romain Grosjean, qui m'a suggéré de l'inviter. Au-delà du champion et du passionné, vous allez découvrir un personnage charismatique, qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour tracer sa voie. À commencer par le spot qu'il a choisi pour battre le record du monde de vitesse. Tout le monde allait en Namibie, lui, il a préféré creuser un canal à côté de chez lui. Cette ouverture d'esprit, on la retrouve aussi dans sa démarche pour établir un nouveau record du monde de vitesse à 150 km/h. Il a créé Sirocco, une entreprise d'innovation technologique s'appuyant sur le meilleur de deux mondes, la tech et l'ingénierie. Son projet, battre le record du monde, mais pas que. Avec ses exploits pionniers, Sirocco, à l'image de la conquête spatiale, ambitionne d'innover au profit de la performance sportive, mais aussi du plus grand nombre. C'est pour moi une petite révolution dans l'approche du sponsoring sportif. Autre innovation, confinement oblige, on a enregistré cet épisode à distance. C'est une première, on espère que le résultat vous plaira. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu. Alex Kézergue, le game changer accro à la vitesse. Bonjour Alex, bienvenue sur Mordu. Salut Mathieu. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. On va commencer. C'est Romain Grosjean qui m'avait parlé de toi en me disant je connais un grand malade de vitesse. C'est Alex Kézergue. Alex, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, t'es l'homme le plus rapide du monde en kite, multiple champion du monde, multiple recordman du monde. T'es aussi le premier homme à avoir franchi les 100 km/h sur l'eau. Est-ce que t'es juste un gros drogué d'adrénaline ou il y a d'autres motivations plus intimes, plus personnelles derrière tout ça? Avant tout, je pense que je suis un passionné de kitesurf depuis maintenant mes tout débuts. Donc ça, la passion, elle a démarré, je crois, à peu près en même temps que toi. Moi, j'ai découvert le kite en 2001 et réellement commencé à en faire de façon indépendante en 2002. Donc ça fait maintenant 18 ans. Et ce qui est marrant et ce dont je me rends compte encore plus aujourd'hui dans cette période un peu compliquée, c'est que je suis plus qu'un mordu, je suis un passionné, un addict du kite dans sa globalité et pas forcément qu'en compétition. Mais après, à côté de ça, je suis un passionné de vitesse aussi. Et c'est en ça aussi, je pense que je me rapproche de quelqu'un comme Romain, par exemple. Et en dernier lieu, c'est mon métier depuis 2000, réellement depuis 2008. Donc ça fait 12 ans que je fais ça de façon professionnelle, que ça occupe mon temps en permanence. Donc c'est aussi j'allais dire ma bouffée d'oxygène. Non, quand je pars en vacances, je pars faire du kite, par exemple. Donc ça reste aussi, c'est là aussi que ça reste une passion et plus qu'une passion, l'amour du sport avant tout. Ce qui est assez marrant quand on voit certaines vidéos de toi, et l'image qu'on a du kite, ça peut être les Caraïbes, le board short, les images assez cool du sport. Toi, ta discipline, elle est assez hardcore dans le kite, pour ceux qui n'ont jamais vu. Les records de vitesse, ils se font dans un canal en général. Il y a 20 ou 30 cm d'eau. Si tu chutes, alors tu peux te faire mal parce que déjà tu vas très vite sur l'eau, mais c'est surtout que sur ce canal, en fait, tu peux prendre le bord du canal en l'occurrence. Donc c'est vrai que quand on regarde et que voilà, moi je fais un petit peu de kite, on te voit faire, on se dit oh là 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 là, le mec il doit avoir sacrément peur avant d'y aller. C'est quoi toi, qu'est-ce que t'as en tête avant d'aller te mettre dans un run comme ça? Alors, c'est marrant, je me souviens d'un commentaire d'un journaliste en 2010 quand j'étais en Namibie, là, où on avait été surnommé, ouais, on avait été appelé des doudingues. J'imagine ce qu'il avait en arrière-pensée quand il disait ça, mais je pense que c'est au contraire, ouais, c'est totalement l'opposé de ça. Bien sûr que la vitesse en kite, c'est quelque chose d'extrême. Tu en as encore plus l'impression quand tu connais le sport. Mais après, à côté de ça, il y a toute une préparation qu'on voit pas, bien sûr, dans les images. Il y a du travail sur le matériel, il y a du travail sur le physique, il y a du travail sur le plan d'eau. Et quand justement tu te dis la prise de risque où tu peux atterrir sur la berge du canal et tout, on est quand même sur une orientation du
canal qui fait que pendant que je descends, si jamais je tombe, c'est étudié pour que je ne vienne pas heurter la berge. Donc que ça soit au vent ou sous le vent. Le seul risque que j'ai de pouvoir monter sur la berge, c'est si jamais il y a un trou de vent et que je suis encore en train de pousser fort sur mes jambes et que du coup, c'est comme si j'avais quelqu'un qui me tirait par le col et qui me faisait monter sur la berge. Donc ça, c'est le seul risque. En l'occurrence, c'est d'autant moins risqué quand on est dans du vent très fort, où là, on est plus à se pencher sur l'arrière pour justement encaisser la force du vent que de réellement lutter pour passer au travers des trous de vent. On est en général dans du vent plutôt très fort, donc où il y a moins de risques d'avoir de trous d'air. Donc il y a tout un aspect préparation, tout un aspect technique qu'on ne s'aperçoit pas quand on regarde les images. Et effectivement, c'est des images super impressionnantes si tu ne connais pas l'envers du décor. Donc moi, c'est quelque chose que je fais et que j'ai l'habitude de faire depuis maintenant une quinzaine d'années. Ton cerveau, en tant que pratiquant, c'est comme tout, hein, c'est comme n'importe quelle discipline sportive ou n'importe quelle, j'allais dire, gymnastique intellectuelle. Ton cerveau, il s'habitue à encaisser ce genre de pression ou le type d'exercice que tu as à effectuer. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, mon cerveau, il a l'habitude, lui, d'aller à 100 km/h sur l'eau. Donc, quand je vais essayer de chercher 110 km/h, il n'est pas totalement perdu. On n'est pas totalement dans l'inconnu. On est dans un petit peu plus que ce que connaît le cerveau, mais je ne suis pas totalement dans l'inconnu. Donc, il y a une histoire d'habitude aussi à prendre et c'est l'expérience qui prime à ce niveau-là. Donc, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. Après, la peur, elle vient de ne pas être au rendez-vous quand on a des conditions de record. Et qui est quelque chose qui aille pas ou qui merdouille, entre guillemets, le jour où tu as des conditions de record. Ces conditions de record, on les a quelques fois par an. Quand on fait des tentatives de record, c'est sur des waiting periods, donc des périodes d'attente où pendant 1 mois, 2 mois, on est en stand-by météo, où on attend les conditions propices. Et en général, ces conditions-là, tu ne les as pas, tu les as 1 fois, 2 fois en 1 ou 2 mois. Donc quand il y a ces conditions-là, il faut que tout l'aspect de la performance soit au rendez-vous. C'est pas comme en surf où on voit les surfeurs de grosses vagues comme Justine Dupont, Benjamin Sanchi, où on a l'impression qu'ils peuvent presque improviser 2 jours avant, ils prennent un bifton et ils sont partis, ils vont surfer un gros swell. Vous, c'est beaucoup plus préparé, vous dites 3 mois en avance, bon, en janvier je suis en Namibie, tu fais venir tout le staff, il y a des machines, il y a des trucs, et tu te dis du 1er au 31 janvier, j'ai tout ça qui est organisé, ça va sûrement rentrer un jour ou deux, et il faut que je sois prêt ce jour-là. C'est ça, il y a toute une infrastructure à prévoir en amont. On a un organisme qui homologue les records, qui est le WSSR, le World Speed Sailing Record Council, et qui est là pour homologuer la performance. Donc on n'a pas le Guinness Book qui vient homologuer la perf, mais on a la même chose pour le monde de la voile, et donc qui nous envoie des juges. Il faut que le système de chronométrage qu'on utilise il soit homologué, qui est justement un juge le jour de la perf, qui homologue que c'est bien toi qui prends le départ et qui passe l'arrivée, que ta base de chronométrage elle est entre guillemets légale. Donc voilà, il y a plein de choses à prévoir en amont et on n'est pas dans l'improvisation. On a une équipe qui vient m'aider moi à être performant et tout ça se prépare en amont. Donc là, tu parlais de la Namibie. Moi, depuis 2012, toutes mes tentatives, je les fais en France, sur une base de vitesse qu'on a créée dans les Salins, à Salins-de-Giraud. Donc, il y a toute une phase préparatoire avant la perf. Et donc, bien évidemment, ça ne peut pas se prévoir du jour au lendemain. Après, on est prêt du jour au lendemain à aller performer. Mais il y a toute une phase de préparation qu'on est obligé de prévoir en amont. Alors, je rebondis sur ta base là à côté de chez toi parce que ça c'est un truc super rigolo. Si je comprends bien, toi c'est un truc que tu as construit toi-même avec ton père, cette base. C'est ça. C'était en 2010, dernier record en Namibie. Quand je rentre quand mon père me dit la prise de risque elle est bien trop importante en Namibie, donc on a tous les ingrédients chez nous à Port-Saint-Louis pour faire un nouveau record. On a du vent très fort, il suffit de trouver un endroit. Donc maintenant, on va chercher un endroit où on peut installer cette base de vitesse. Historiquement, il y avait le canal des Saintes-Maries où il y avait les records avant, qui est pas très loin d'ailleurs, je crois. Qui est à 1 heure de chez moi et à vol d'oiseau qui est à peine à une trentaine de kilomètres. Donc effectivement, c'est pas loin du tout, mais
le canal des Saintes-Maries, il était orienté, il avait une certaine orientation qui était faite pour le windsurf. À l'époque, la planche à voile qui faisait ses records jusqu'en début 2000. Et nous, on avait besoin de trouver un endroit comme ça où on pourrait faire creuser un canal de vitesse. Et donc cet endroit, on l'a trouvé dans les Salins à Salins-de-Giraud. Mon père superposant sur Google Earth mes traces d'entraînement, mes traces GPS d'entraînement que j'avais à Port-Saint-Louis. Et il les a superposées au territoire des Salins, qui est juste gigantesque. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais on a fini par trouver un étang qui était sec au mois de février, qu'on a été visiter. On a bien vu que ça pouvait accueillir un canal et au mois de septembre, on a commencé à faire des travaux pour justement réaménager la berge de cet étang existant. Alors pour bien comprendre, donc tu repères le terrain, tu vas voir le terrain, et comment ça se passe? Tu dis, c'est qui ce terrain, je peux l'acheter? C'est quoi le délire? On savait déjà à qui appartenait le terrain, ça appartient à la Compagnie des Salins, qui a un site d'exploitation où ils récoltent du sel. Et on s'est dit comment on fait, quel deal on peut mettre en place pour justement pouvoir creuser ce canal. On savait, nous, ce qu'on avait besoin de faire. Donc, c'était creuser un canal qui fasse 800 mètres de long par 8 mètres de large et 50 cm de profondeur, ce qui n'est pas rien. Mon père, il est dentiste, hein, et moi, je viens du marketing et sportif, donc j'ai rien. On n'est pas conducteur de travaux, hein, on n'a rien d'une carrière dans le BTP, donc on savait qu'on avait besoin de ça. On fait venir un géomètre qui trace le canal et les travaux qu'il y avait à faire, et puis on négocie avec les Salins pour en échange de la communication que pouvait leur apporter une tentative de record, à savoir une tentative sportive avec une exposition médiatique nationale et internationale, nous mettre à disposition ce terrain-là sur lequel on pourrait creuser, réaménager la berge. Donc en plus de ça, les travaux faisaient que ça renforçait la berge de l'étang, donc c'était tout bénef pour les Salins. Et donc on signe un accord et on creuse le canal au mois de septembre. Bon, on met un mois à le creuser parce que la première entreprise qu'on avait embauchée, elle avait du mal à faire tenir sa pelle mécanique sur la berge de l'étang qui était faite que d'argile, donc c'était une vraie patinoire. Il a fallu qu'il se trimballe avec des espèces de plateformes métalliques qui posaient sous la pelle mécanique pour éviter qu'elle glisse dans l'étang. Elle a été 2 fois dans l'étang faire un tour dans l'eau salée. Là, donc, au bout de 15 jours, la première entreprise s'aperçoit qu'elle ne va pas arriver à faire le job. Et donc, il faut trouver une autre boîte qui revient avec une pelle mécanique un peu plus perfo. Et donc, on arrive à creuser le canal en un mois. Donc ça, c'était fin septembre, et début octobre, il y a les premières tentatives. Et où là, on s'aperçoit que ça peut aller très vite. Énorme. Alors ce que je trouve aussi assez mythique dans cette histoire, c'est, et pour reboucler sur ma première question sur c'était quoi ton moteur, l'adrénaline, alors tu as répondu, il y avait les sensations, mais la passion, la profession, c'était ton domaine professionnel aujourd'hui, mais il y a aussi cette histoire avec ton père, quoi. Enfin, est-ce que c'est un peu une histoire de famille, tout ça? C'est totalement une histoire de famille. Mon père avait, dans les années 80, il avait créé le Wind Club de Port-Saint-Louis, qui était le club de planche à voile de Port-Saint-Louis. Et avec ses copains, ils organisaient des semaines internationales de vitesse où il y avait tout le gratin mondial qui venait essayer de claquer un record de vitesse en planche à voile. Et donc, moi, j'ai été bercé là-dedans toute ma jeunesse. Même si j'avais 4 ou 5 ans, j'étais dans les jambes de mon père. J'avais les yeux qui brillaient et ça me faisait trop envie d'avoir le même blouson que Robert Territeo qui venait là, ou Robinèche, ou fréquenter des gens comme ça et côtoyer des gens comme ça, c'était juste magique. Donc, dès ma plus tendre enfance, on a été bercés. Mon père et ma mère étaient passionnés de planche à voile à l'époque. Ils nous ont trimballés sur tous les spots au Maroc, en Sardaigne. On partait faire du camping sauvage. Tout ça pour qu'ils aillent pratiquer leur passion. Donc oui, on a été bercés là-dedans. Et c'est définitivement une histoire de famille que ces passions autour des sports nautiques. Quand mon père a acheté une des premières ailes à Port-Saint-Louis, une des premières ailes de kite qui arrivait dans le sud de la France, et ça c'était fin 90... Ouais,
tout début 2000. Il a été moteur de la découverte, en tout cas pour moi, du kite. C'était une de mes questions. Donc, papa, il s'est mis au kite. Et il fait du kite depuis 20 ans. D'accord. Ce qui est quand même assez dingue. Aujourd'hui, il va faire 70 ans cette année. Bon, là, il va avoir quelques soucis avec le confinement, mais il s'était fixé pour objectif de faire 7000 km en kite pour ses 70 ans. D'accord. Donc là, il s'est fait un peu carotter, mais bon, il continue à faire 40 km de vélo d'appartement par jour, donc ça te laisse une idée du personnage. Donc oui, mordu de kite, et on a le spot à 5 minutes de chez nous. Bon, bref. Ils sont venus, mes parents sont venus habiter la petite ville de Port-Saint-Louis fin des années 70 pour justement pouvoir pratiquer le windsurf à l'époque et maintenant le kite. Donc oui, c'est définitivement une histoire de famille. Alors, je reviens un peu sur le matos pour battre un record du monde. Donc, tu as ce canal. Tu as une planche qui est une toute petite planche de type twin tip. Donc, je sais pas, elles font 1m20, 1m30. Plus long que ça, c'est une planche qu'on a développée spécifiquement pour la vitesse et qui fait. Alors, elle est plus longue et plus étroite qu'un twin tip classique. Elle fait 1m62 de long pour 28 cm de large. Donc, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus étroit qu'un twin tip classique, mais ça reste c'est pas un foil, c'est une planche, un type twin tip, quoi, qui peut aller dans les deux sens. Et ton aile, elle est classique? C'est une aile de série que tu utilises? Alors, c'est aujourd'hui une aile des séries parce qu'elle est dispo dans le commerce, mais elle a été développée pour répondre au cahier des charges d'une tentative de record. Tu as la possibilité d'aller à 110 km/h en vitesse de pointe en toute sécurité, et de pouvoir sortir dans du vent très très fort. Je vais attaquer un peu le deuxième thème de l'interview, hein, qui est Sirocco. Tu vas en dire deux mots. Donc toi, tu es le premier homme à avoir franchi les 100 km/h, on l'a dit. Tu as été battu depuis par le bateau Vesta, qui est un consortium anglo-saxon, on va dire, hein, pour faire simple, et qui est allé à 120 km/h, c'est ça? C'est ça. Et donc toi, tu as ce projet, tu vas le décrire, un Sirocco, qui est de développer un bateau pour battre ce record, aller à 150 km/h. Pourquoi tu es allé directement du twin tip à un projet beaucoup, beaucoup plus large, hein, tu vas le décrire? Pourquoi ça peut pas passer par le foil, justement, ce record? Les premières discussions que j'ai eues avec les ingénieurs de ce projet-là, elles ont tourné très très rapidement autour de la sécurité. Ça reste. Moi, je te parlais tout à l'heure du journaliste qui nous appelait les doudingues. Moi, la sécu, ça reste quand même un des critères, le critère primordial de quasiment toutes mes prises de décision. En gros, aujourd'hui, hein, le record, il est à 120 km/h de vitesse moyenne, ce qui veut dire que si tu veux taper le record, il faut au moins faire un peu plus de 120 km/h en vitesse moyenne, donc autour de 130 voire 140 km/h en vitesse de pointe. Tu ne peux pas envisager aujourd'hui sereinement d'aller à 140 km/h sans cockpit. Il te faut une protection qui te permette d'être en sécurité. Et en l'occurrence, que ça soit sur un twin tip ou sur une planche de foil, c'est juste pas envisageable d'être en sécurité. En tout cas, le foil comme on l'imagine aujourd'hui pour le kite, à ces vitesses-là, c'est pas. Moi, mes plus grosses gamelles que j'ai prises en kite, c'est des gamelles en foil à 30 nœuds, ce qui est à peine la moitié de la vitesse que je fais en tentative de record avec mon twin tip. Et c'est des gamelles que j'ai prises et dont je me souviens encore. À te faire des entorses cervicales où tu mets quelques jours, voire quelques semaines à t'en remettre. Donc, et ça, c'est à des vitesses 4 fois moindres. Donc, imagine-toi aller à 120 km/h ou 130 km/h sur un kite sans cockpit. Avec un kite sans cockpit, c'est juste impossible. Ouais, enfin bon, du coup, c'est comme en Formule 1 ou même en dragster. Tu fais pas un produit qui si t'as un crash, le mec meurt, quoi. Voilà. L'objectif, c'est quand même d'amener de bout en bout le pilote et de le ramener entier, quoi. Donc, c'est bien beau de claquer un record, mais si c'est pour te tuer, c'est pas forcément
pas forcément l'idéal. Donc oui, la case cockpit s'est imposée d'elle-même. Si tu conçois un projet avec un cockpit à l'intérieur, ça implique tout de suite beaucoup plus de moyens humains, de moyens financiers. Et du coup, ça t'oblige à changer de logiciel. Donc de ma petite carrière de sportif, accompagné bien sûr par un partenaire historique en kite avec qui je travaille toujours, qui est la marque F1 à Montpellier et avec qui j'ai développé du matériel depuis mes débuts en compétition. Donc, c'était juste devenu inenvisageable de passer sur ce type de projet sans changer totalement de logiciel. Donc, tu es obligé de concevoir le projet de A à Z. Comment il est né ce projet Sirocco? C'est un soir, une discussion? C'est un truc de longue haleine qui a germé? Comment ça s'est passé? La genèse, c'était effectivement comment faire pour aller pour passer à l'étape suivante et claquer un nouveau record du monde absolu. Donc besoin de moyens, besoin de moyens humains, besoin de moyens financiers. Comment on fait? Ça, c'est toi qui es au départ là-dessus. C'est toi qui te dis, viens de me faire battre mon record, comment je fais pour le récupérer et qu'est-ce que je mets en place? Dès 2012, quand on s'est fait prendre le record, donc quand je dis on, je prends Rob Douglas aussi dans l'histoire, qui est mon concurrent américain avec qui je me suis tiré la bourre pendant pas mal de temps. On s'est dit, de toute façon, ça sera juste impossible de le reprendre en kite, il faut changer de logiciel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à réfléchir et puis j'en parle un peu autour de moi. Après, il y a le canal de vitesse qui prend de l'ampleur, mais on sait très bien que même si on grappille kilomètre-heure par kilomètre-heure en kite, on n'arrivera pas à 120. Là, aujourd'hui, on est à 107 km/h. Du coup, j'en parle, je commence à poser quelques chiffres et j'en parle un peu autour de moi. Et j'ai des personnes dans mon entourage qui font partie du Galleon Project, qui est un think tank d'entrepreneurs de la tech, qui viennent eux du monde des startups et qui sont fans de kite aussi, à qui je parle du projet et qui sont bien sûr intéressés. Moi, ils me disent, moi, tu sais, des fonds dans le domaine du sponsoring sportif ou les opérations de communication événementielle, c'est pas forcément mon fort. Mais par contre, si tu as une idée de business model derrière cette aventure-là, derrière ce projet de record, qui fasse perdurer justement l'aventure au-delà du record. Là, on peut réfléchir à comment financer un projet et de le monter de la même façon qu'on monte une startup de la tech. Faire un tour d'investissement avec des business angels, se faire financer de l'innovation notamment par la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui est un organisme public français qui finance l'innovation en France. Parce qu'on se dit que justement, au travers de ces projets-là, ambitieux, fous, sportifs ou non, et nous on a appelé ça chez Sirocco des exploits pionniers, on est capable de générer beaucoup plus d'innovation que sur un projet d'ingénierie classique. Donc en gros, tu vas mettre tes ingénieurs dans une position qui va les surmotiver à trouver des solutions à un problème qui est quasi impossible à résoudre. Donc là, en l'occurrence, c'est faire aller à 150 km/h un engin simplement propulsé par le vent. Dans la tête des gens, on se dit non mais c'est pas possible, c'est d'aller sur l'eau à ces vitesses-là, simplement propulsé par le vent, c'est pas possible. Donc nous, on se dit oui, c'est possible, parce qu'on est passionné, parce qu'on est motivé, parce qu'on n'est pas fou non plus et on sait que y a des possibilités pour aller chercher ces performances-là. Tu montes une équipe de techniciens, une équipe d'ingénieurs de très haut niveau, dont c'est la spécialité, ou tout du moins qui ont l'appétence sur ce type-là de projet, qui sont passionnés et qui bien sûr vont se dépasser pour trouver des solutions à tous les problèmes que tu vas rencontrer pour arriver à la perf finale qui est le record. Mais le record, il n'a pas cette fin en soi de simplement écrire une nouvelle ligne dans l'histoire de la voile. Il est de générer de l'innovation qui profite au final à l'humanité. L'ambition, c'est de développer de l'innovation qui fasse progresser l'humanité, un peu à la manière de ce qu'on a fait pour la conquête spatiale ou ce qu'on fait dans la Formule 1. On fait progresser l'état de l'art. La conquête spatiale, pour arriver à mettre un homme dans l'espace, on a été obligé de développer des ordinateurs, on a été obligé de développer des matériaux spéciaux qu'on retrouve aujourd'hui dans notre quotidien. Et tout ce chemin d'innovation-là, il passe que parce que tu as une mission folle à atteindre.
qui est en l'occurrence là le record de vitesse absolue sur l'eau propulsé par le vent. Mais on a aussi d'autres idées d'exploits pionniers dans la tête. Et du coup, aujourd'hui, on a une équipe qui est formidable et qui travaille à temps plein sur ce projet-là. On a des ingénieurs qui ne sont pas dans l'équipe de Sirocco, mais qui conseillent aussi l'équipe, qui sont de très très haut niveau. Et ces ingénieurs-là qui viennent de la Coupe de l'Amérique, qui viennent qui viennent du parapente de compétition, et tous ces gens-là qui viennent t'aider et contribuer au projet, c'est des gens qui viennent t'accompagner parce que ce projet-là est fou, est passionnant et que ça aide, ça incite tout le monde à se dépasser. Et c'est dans ce projet-là qu'on croit beaucoup. Et c'est dans ces projets-là dont on pense que ça va être la source d'innovation, de rupture pour les années qui arrivent. Et aujourd'hui, on a un domaine d'application de nos découvertes qui est en premier lieu, bien sûr, on pense au transport maritime, arriver à développer des solutions pour verdir le transport maritime, qui aujourd'hui se retrouve dans des challenges réglementaires de très très haut niveau pour les années qui arrivent. Et aujourd'hui, ce monde-là est obligé d'innover. Donc on se dit que définitivement, nous, on peut être apporter notre pierre à l'édifice, développer de l'innovation qui profitera à l'humanité parce qu'on aura un transport de marchandises qui sera moins impactant pour l'environnement. Ça m'a fait un petit peu penser, bien que j'ai pas trop vu la référence en me documentant sur Sirocco, mais ça me fait un peu penser à ce qu'a fait un peu Alain Thébault, qui était la personne qui a développé l'hydroptère, donc, qui est celui qui avait le record avant toi. Et je crois qu'Alain avait un projet justement de développer un bateau à 150 ou 180 km/h, je ne sais plus quelle marque il avait annoncé. Et il a dévié vers un projet incroyable qui sont les Sea Bubbles, les taxis qu'on va commencer à voir, j'espère un jour, sur la Seine à Paris, sur des foils. Donc là, c'est une application super concrète et excellente, quoi. Donc on peut imaginer qu'il peut y avoir plein d'innovations qui sortent de tout ça. Ouais. Ouais, c'est l'objectif. Alors, lui, Alain, il est parti sur un produit ou une gamme de produits. Donc, ils ont créé cette marque-là. Nous, on n'a pas encore forcément l'ambition de commercialiser une innovation, mais potentiellement, il a commercialisé auprès d'industriels qui utiliseront les innovations, oui. Mais qui sait, peut-être que l'engin qu'on va développer pour le record, il aura une version utilitaire ou une version de tourisme. Si j'ai compris, je vais essayer de résumer et tu vas corriger. Je comprends que le concept, c'est un bateau, on va dire, pas multicoque, mais multipart, avec une wing, une nacelle, des foils pour ancrer le bateau, et tout ça qui est articulé via des lignes ou des cordes. Je ne sais pas quelle est la traduction. Voilà ce que j'en ai compris, et alors du coup j'ai eu du mal à imaginer ce que c'était. Dis-moi. T'es pas loin, mais le principe c'est qu'on part du concept de l'aile d'eau. Et c'est le concept sur lequel se base Sail Rocket notamment. Mais là, on est sur un alignement entre un foil qui est sous-marin. Imagine-toi une pelle ou une ancre sous-marine qui puisse aller très vite. Un kite. Donc, tu as le kite, lui, qui a une aile géante qui fera entre 30 et 70 mètres carrés. Qui sera rigide ou qui sera en voile? C'est pas encore totalement défini, mais qui sera probablement semi-rigide, voire rigide. Un foil sous-marin qui, lui, s'oppose à la traction du kite. Donc, tu as un kite qui, lui, tracte vers le haut et vers l'avant, et un foil sous-marin qui tracte vers le bas et vers l'avant. Ce qui est un peu l'opposé de ce qu'on fait, la façon dont on utilise les foils aujourd'hui. Tu parlais de l'hydroptère tout à l'heure, ou les bateaux de la Coupe de l'Amérique, ou même les kite foils. Les kite foils, c'est une aile sous-marine qui, une fois qu'elle atteint une certaine vitesse, crée de la portance, un peu comme une aile d'avion. Nous, le concept, on l'utilise à l'envers. Et donc, nous, notre foil tire vers le bas. Et donc, il permet d'opposer une traction phénoménale. En l'occurrence, là, je te disais une aile qui fera entre 30 et 70 mètres carrés. Et donc, un alignement des forces en permanence. Tu as la traction verticale vers le bas qui s'oppose à la traction verticale vers le haut. Et au milieu de ça, pour contrôler, tu as une nacelle dans laquelle tu auras 2 personnes. Mister Kézergue. Dont Mister Kézergue, en l'occurrence. Et c'est là où le concept il est fabuleux, c'est qu'on n'a
pas vraiment de limite en termes de perf. On supprime les moments. En fait, dans le monde de la voile. En gros, tu es toujours en train de travailler sur ces moments-là pour éviter que ton bateau chavire, etc. Là, en l'occurrence, on n'aura pas ce problème-là, puisque tu as deux tractions verticales qui s'opposent, et le concept de la nacelle qui, elle, va contrôler tout ça. Mais en fait, s'il n'y avait pas de nacelle, le concept pourrait fonctionner tout seul. En l'occurrence, si ton foil sous-marin il est bien équilibré, la traction elle est bien équilibrée avec le foil dans les airs, ton truc elle peut avancer toute seule. Il y a plein d'innovations qu'on va développer autour de ce concept-là. Et effectivement, une image vaut mieux qu'un long discours. Et le concept, une fois que tu le vois en vrai, tu visualises un peu tout ça. Donc les dimensions de l'engin, c'est entre 5 et 7 mètres pour la nacelle, une aile qui va faire 70 mètres carrés et un foil sous-marin qu'on ne voit pas, mais qui est relié à la nacelle et au kite par effectivement des lignes, des câbles, un peu plus résistants que des lignes de kite. Voilà. Voilà, ouais, j'imagine. Et en termes de deadline, pour les premiers essais, tu te fixes quoi comme horizon de temps? On a plusieurs choses. On a en premier lieu un engin radiocommandé qui va arriver en septembre, qui sera en gros, qui fera 1/5 de la taille de l'engin final et qui sera bien sûr pas homologué pour un record du monde à la voile, hein, ça sera en gros un drone volant, où là on a l'objectif d'apprendre plein de choses en termes de contrôle, en termes de prise de risque. Je te disais tout à l'heure la sécurité, mais là en l'occurrence on aura un engin qui ira très vite sur l'eau, mais qui sera radiocommandé. Ça, c'est arrivé du proto radiocommandé en septembre et on va débuter la construction de l'engin final janvier 2021. Ah, donc c'est très rapide, quoi. C'est plutôt rapide. Là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. On va prendre sûrement quelques mois de retard, mais bon, en gros, c'est début d'année 2021, début de la construction. Pour fin d'année 2021, début des premières tentatives et on l'espère un record du monde en 2022. Donc oui, c'est une échelle de temps très réduite finalement. Mais voilà, c'est un super challenge. Ah, c'est canon, bravo. Et effectivement, j'ai vu la Dream Team que t'as rassemblée autour de toi, c'est super impressionnant et on se dit que vous allez aller loin, c'est top. C'est effectivement une des clés de la réussite, c'est que justement, je te disais tout à l'heure, un projet comme ça permet de driver autour de soi ou d'agréger autour de soi plein de talents différents. Donc on a à la fois bien sûr une équipe tech qui est géniale et qui est très très talentueuse, qui vient du monde de l'architecture navale, ingénierie navale, etc. On est très fort en tout ce qui est simulation, écoulement des fluides. Et ensuite, un des atouts majeurs de Sirocco, c'est la pluridisciplinarité ou l'agrégation de mondes différents. Dans mes associés, j'ai des gens qui viennent du monde de la tech, des entrepreneurs qui ont l'habitude de faire grandir des boîtes, mais qui sont surtout aussi passionnés. Et ça, au quotidien, c'est juste magique. Et ce qui fait qu'il y a de vraies chances de réussite dans ce projet-là. Ouais, c'est sûr. Je vais quitter un peu le domaine des records et de Sirocco pour un peu parler aux riders, aux passionnés. Ta première session, là, cette interview, on l'enregistre pendant le confinement. La session qui te fait kiffer, là, le truc que tu rêves de faire, là, ce serait quoi, là? Naviguer dans 50 nœuds chez moi à Port-Saint-Louis, derrière ma digue là, avec un plan d'eau super plat qui me permet de monter à plus de 20 mètres de haut. Ça, c'est vraiment ton kiff, quoi. C'est d'en prendre plein la gueule. Alors, il y a deux trucs, pour moi, deux kiffs ultimes dans le kite, on va dire le kite de tous les jours ou le kite normal. C'est d'aller dans des grosses vagues et me mettre des big air, des gros sauts. À plus de 10 mètres, ça commence à être sympa. Donc ouais, ça c'est je pense, mon plus gros kiff, avec naviguer avec les copains, quoi. Et ça me manque vraiment beaucoup aujourd'hui. Toi, c'était quoi la meilleure session de ta vie? Alors peut-être quand t'es habitué à vivre, tu as du mal à en sortir une plutôt
que d'autres, mais je pense notamment à des sessions à l'île Maurice sur la vague de Wanai, qui est une des vagues légendaires. Voilà, j'ai fait des sessions de malade dans des vagues parfaites au Cap-Vert chez mon copain Mitou, pareil sur la vague de Punta Preta. Donc voilà, c'est des sessions qui sont extraordinaires. Et après, dans des coins paradisiaques, il y en a plein. Et c'est des sessions, effectivement, des périodes comme ça te permet de te souvenir de ces sessions et d'essayer de chercher quelles étaient les... Alors, la meilleure, je saurais pas te dire, mais en tout cas, des sessions inoubliables, ouais. Je pense que alors, la session que j'oublierai, je pense jamais, ouais, une des sessions que j'oublierai jamais, c'est une session au coucher du soleil à Madagascar, dans le sud de Madagascar, où j'étais tout seul avec quatre surfeurs. Donc moi j'étais en kite et il y avait quatre surfeurs sud-africains qui étaient là aussi par hasard. Donc c'est un peu une vague au bout du monde. Vague parfaite, seul au monde, avec des copains sur le bateau, un photographe, mon copain Martin Bruno, avec qui, d'ailleurs, qui avait fait les photos de mon... Et cette session-là, tu as des extraits dans le bouquin que j'avais sorti il y a quelques années, là, Plus vite que le vent. Ouais, c'est des sessions, c'est une session inoubliable et t'as pas envie que ça s'arrête, quoi. En t'écoutant parler, et c'est moi qui te posais la question, je me fais une réflexion un peu sur... Enfin, c'est une réflexion que je me fais régulièrement en ce moment, hein, sur les sports de glisse, sur le lifestyle de tous les gens passionnés, comme toi, comme moi. Tu cites plein de pays, moi aussi j'en ai fait quelques-uns là-dedans. On se demande quand même si tout ça, ça va pas se réinventer un petit peu, c'est-à-dire est-ce qu'on va encore pouvoir aller rider Wanai en juillet, partir à Punta Preta en décembre, aller dans les Caraïbes en mars. On a peut-être été un peu les enfants gâtés de la mondialisation, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? En l'occurrence, il y a des périodes maintenant où effectivement c'est devenu quasi impossible. Et quand je te parlais tout à l'heure de Madagascar, je pense que le luxe, il est vraiment dans le fait de ne pas être nombreux dans un spot et de pouvoir vraiment exploiter. Donc oui, je pense qu'il y a encore plein de spots dans le monde où c'est possible de voyager et de pas être agglutinés les uns sur les autres. Donc je pense qu'on est loin d'avoir atteint les limites. Après le changement de comportement, d'aller à l'autre bout du monde pour profiter d'un endroit, peut-être qu'on le fera moins souvent, peut-être que tu voudras passer du temps à découvrir d'autres choses aussi, ou à apporter des choses. Peut-être qu'on peut envisager aussi de faire, de combiner, pas de l'humanitaire, d'arriver à d'apporter certaines choses à des pays qui en manquent et ne pas seulement profiter du pays et de ses ressources, mais d'essayer de contribuer. Je me souviens quand on était parti à Madagascar, on avait amené des sacs remplis de fringues et de fringues pour bébés en l'occurrence, parce que on nous avait dit que c'était des trucs que les bébés ils étaient tout nus là-bas et que ça a posé des problèmes parce qu'ils ont ils ont toujours des énormes problèmes de mortalité infantile. Qu'est-ce que tu peux amener quand tu pars en voyage dans des pays comme ça? Et réfléchir à ça. Donc ça, c'était une solution, c'est pas une solution au problème, mais c'est essayer d'apporter un peu ta contribution, savoir si c'est pas possible d'emmener des stylos et des cahiers et des livres à des enfants qui ont du mal à aller à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça à développer? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas une idée de voyage que de mixer découvertes culturelles, essayer d'apporter un peu des bonnes choses à des populations qui ont des besoins précis dans des endroits précis, voilà, que ça soit pas que pour profiter. Donc, oui, je pense qu'on peut changer nos comportements et ne pas être qu'en simple consommateur, mais essayer d'apporter un petit peu quelque chose, quoi. Et ce que tu fais, je trouve, ça peut être aussi assez emblématique ou exemplaire, mais se dire, toi, tu t'es dit, avant, tout le monde allait en Namibie, toi, tu t'es dit, bon, en fait, j'ai ça en bas de chez moi, je vais utiliser ce que j'ai en bas de chez moi, ou moi, mon kiff, c'est la vitesse, mais ça peut peut-être se conjuguer avec une recherche d'innovation pour le transport maritime et tout ça.
je trouve que c'est une évolution super intéressante que toi-même, finalement, t'as mis en place sur la décennie passée, quoi. Et tu te dis que finalement, il y a encore de la place pour plein d'autres choses comme ça. Parce que là, on se dit aujourd'hui, sorti du confinement, il va falloir faire profiter les entreprises françaises et l'économie française et éviter de se barrer tout de suite dans d'autres pays alors que tu as de quoi largement t'amuser en France. On a une côte qui est magnifique, un littoral français qui est magnifique. Moi, j'habite côté Méditerranée, mais côté Atlantique, en Bretagne, en Normandie, il y a des coins magiques, des coins qu'on ne prend pas le temps de visiter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de glisse dans nos territoires métropolitains, littoraux métropolitains. Et on peut pousser la réflexion à se dire, est-ce que c'est pas le moment de booster l'économie locale. Moi, je veux dire, monter un truc, une activité sur Port-Saint-Louis, ça sera la prochaine étape. Pour moi, dans le kitesurf autour de Port-Saint-Louis, c'est pour moi, Port-Saint-Louis, ça reste un des meilleurs spots français, si ce n'est le meilleur. On a plein d'atouts, on a du vent à n'en plus savoir qu'en faire, on a du soleil, en été, il fait une chaleur pas possible, l'eau est super chaude. Pourquoi pas booster la fréquentation d'un spot comme Port-Saint-Louis. On en exploite que, je peux même pas, je serais tenté de te dire, on en exploite 30% des zones où on pourrait faire du kite, donc il y a encore largement de la place. Voilà, le next step, c'est de monter quelque chose à Port-Saint-Louis qui permette d'accueillir les riders français, voire d'Europe, qui viendraient découvrir les atouts qu'on a chez nous. Donc oui. Et ensuite continuer à aller à l'étranger, mais peut-être pas forcément de la même façon que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Même s'il y a des joyaux un peu Ah, mais partout dans le monde. c'est un crève-cœur pour moi de dire que je partirai plus qu'en Normandie. Alors que j'adore la Normandie. Faut pas se dire on partira plus ailleurs et pas se dire ouais, il faut absolument partir ailleurs pour s'éclater. Aujourd'hui, on a des développements de discipline. Tu prends le wing foil, tu prends le e-foil, le foil électrique. Je veux dire, voilà, ou le surf, ou le surf foil. Bon, il y a plein de choses à explorer et de disciplines complémentaires qui vont te permettre d'offrir, quelles que soient les conditions, des sessions inoubliables. Est-ce que toi, il y a un champion qui t'inspire particulièrement, un rider dans les sports de glisse, extrême outdoor qui t'inspire particulièrement? J'ai mon copain Mathieu Crépel qui est un ancien snowboarder olympien, qui a eu des titres de champion du monde, etc. Qui fait beaucoup de surf aussi, passionné de nature, qui a une asso qui s'appelle du flocon à la vague, là, qui est un challenge justement de sensibilisation, de partir d'un flocon dans la montagne jusqu'à arriver jusqu'à la mer. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est amoureux de son lifestyle, qui aime les voyages, mais qui aime les territoires dans lesquels il habite et où il pratique sa passion, qui est le surf et le snowboard l'hiver. Lui, il est plus Pyrénées, Côte Basque et tout. Donc ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, qui me fait rêver parce qu'il diffuse des images de dingue, des trucs que je me dis que je pourrais probablement jamais faire. Il a fait un film autour de sa préparation pour aller surfer Jaws, donc la vague en surf à Hawaï. Bref, c'est des gens qui t'inspirent, qui te font rêver, qui vivent de leur passion et qui inspirent des gens. Et c'est juste magique. Voilà, que tu apportes aussi ta contribution aux rêves dans la tête des gens, de les faire sortir de leur quotidien, ou ne serait-ce que de les inspirer pour leurs prochaines vacances. C'est fabuleux le nombre de personnes qui me contactent en me disant ah, je vais à Madagascar, ah, je vais aux Grenadines, qu'est-ce que tu me conseilles? J'en reçois pas des centaines tous les jours, mais je me fais un plaisir à chaque fois de répondre et d'orienter vers des copains que j'ai là-bas maintenant aussi. Donc c'est là où tu t'aperçois aussi qu'il y a une vraie communauté des sports de glisse qui fait que c'est un milieu qui est magique. Alors, en général, je finis mordu en demandant qui tu me proposerais
d'invités qui t'aimeraient écouter sur Mordu, mais du coup, j'ai une petite idée sur la question. Mathieu, je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à tes questions. Ah, alors, du coup, je vais dévier de la tradition, ce sera pas la dernière question, mais voilà. Bah, j'inviterai Mathieu, qui est quelqu'un qu'évidemment je suis, parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Non, alors, du coup, pour finir cet épisode, euh, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui t'attire, que tu serais super excité d'essayer, mais que t'as jamais essayé. Ouais, il y a quelque chose qui m'attire, bien évidemment, mais dont je me dis que le step est beaucoup trop grand pour aller l'explorer, c'est d'aller de ce que les gars et les girls font en wingsuit, qui est pour moi, je pense, le firmament de l'extrême dans le sport. Et pour moi, il y a rien de plus extrême et la prise de risque, elle est juste gigantesque. Mais c'est quelque chose qui doit être magique de se dire que tu peux voler comme un oiseau et qu'à terme, ces gens-là, ils vont arriver à atterrir tout seuls sans ouvrir leur parachute. Donc ouais, c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Mais je pense que là, ils te disent que en gros, rien que pour faire du base jump, il faut avoir fait je sais pas combien de sauts en parachute avant. Et même quand tu as des centaines de sauts en base, pour faire de la wingsuit, voilà, c'est compliqué. En tout cas, je parle de la wingsuit de saut de falaise, hein, on est bien d'accord. Ah ouais. C'est bien de garder c'est bien de garder des fantasmes. Ouais. Ça fait. Bon, eh ben écoute, Alex, c'était un grand plaisir de te recevoir. C'était bien cool. On te souhaite une bonne fin de confinement. Tout le meilleur pour Sirocco. Et puis je te repasserai un coup de téléphone pour que tu nous parles de comment t'as battu le record, quoi, dès qu'il sera battu. Voilà, ouais. On fera une nouvelle émission spéciale encore, avec grand plaisir. Cool. Salut Alex, ciao. À bientôt. J'espère que vous avez autant aimé que moi ce moment avec Alex. Même à distance, son énergie, son enthousiasme sont ultra communicatifs. Si cet épisode vous a plu, allez écouter l'épisode 3 avec Romain Grosjean, le pilote de F1 passionné lui aussi de kite et de vitesse. Pour le prochain épisode de Mordu, on repart sur notre spot préféré, Nazaré, à la rencontre de Michel Desbouillons. Je l'ai découvert en regardant des images de Desert Point en Indonésie. Les images étaient spectaculaires, une gauche solide de 3 mètres, surfée par Michel, franco-brésilienne, alors animatrice TV et mannequin au Brésil. Elle fait désormais partie des meilleurs surfeurs de Big Waves. Je vous garantis un épisode plein de soleil et d'inspiration. Merci à tous ceux qui partagent cet épisode autour d'eux ou sur les réseaux sociaux. On continue d'avoir besoin de vous pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur les différentes plateformes. Ça nous aide beaucoup. À très vite sur Mordu.